Bienvenue Doc Seb. Bienvenue Christy. Alors aujourd'hui, on parle d'un sujet qui, je pense, va plaire à énormément de monde. Et avant cela, j'ai envie de te le dire en chanson. J'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime. On parle de coup de foudre aujourd'hui, Doc Seb. Ah super, ça tombe bien. Je suis très heureux parce que c'est vraiment un beau sujet. Explique-nous ce qu'est un coup de foudre. Alors, dans le coup de foudre amoureux, c'est d'abord le regard. C'est le regard qui saisit comme un éclair. C'est pour ça qu'on a donné ce nom du coup de foudre, un éclair qui est fulgurant et qui, au travers de la foudre qui va s'abattre sur celui qui le vit, eh ben, c'est la magie de la voix aussi qui succède au regard amoureux. Donc, on a vraiment ce temps et cette métaphore du coup de foudre amoureux, ça renvoie aussi à la rapidité de ce moment qui va frapper en gros par la soudaineté. C'est l'idée d'un regard qui peut suffire, en gros, pour une personne, pour qu'elle puisse saisir et être captée par l'image de l'autre. Donc, d'où l'idée, d'ailleurs, dans d'autres langues, c'est de tomber amoureux au premier regard. C'est Stendhal, d'ailleurs, qui avait commencé à l'époque à s'intéresser à la question, qui n'était pas un psy, mais qui était un littéraire. D'ailleurs, beaucoup de choses viennent aussi des arts ou de la littérature avant d'être formalisées, et qui a parlé de cette cristallisation amoureuse. Donc en psychologie, on traduit cet état de fulgurance amoureuse propre à la passion comme un processus d'énamoration, de passion, où on est hypnotisé, d'où l'hypnose aussi, par l'autre. Et alors, c'est une myriade de mécanismes psychologiques et neurophysiologiques, on verra si on peut en parler un peu, qui vont se déclencher dans le corps, dans l'esprit et dans notre cerveau en même temps. Donc, ça va vraiment matérialiser un ensemble de processus. Donc, c'est pas utopique. Le coup de foudre existe réellement. Le coup de foudre existe réellement d'un point de vue psychologique. On ne pense qu'à cette personne. C'est une focalisation de l'attention sur la personne unique qui est l'objet d'attraction, l'objet de désir, et va suivre ce désir d'union, en fait, de symbiose psychique, physique, voire sexuelle. Et très rapidement, en gros, il va y avoir un phénomène de dépendance émotionnelle, en même temps qu'un sentiment d'énergie, d'excitation, d'euphorie aussi, qui vont être décuplés. Et ça, c'est tout à fait caractéristique, sans compter tous les phénomènes, on va dire, neurophysiologiques associés. On pense qu'à la personne tous les jours, toutes les heures même. Ça peut faire aussi un petit peu peur. Comment identifier finalement un coup de foudre et t'es face à une personne totalement psychopathe qui a une obsession, voilà. Pour différencier effectivement le vrai coup de foudre qui existe dans la passion amoureuse, c'est-à-dire qu'on a quand même une gêne. C'est-à-dire on a envie, on a une forte attraction vers l'autre qui va nous pousser à aller le voir. C'est l'éros un peu du messager de l'amour qui va s'incarner quelque part, mais on a une petite gêne et on va être poussé, alors notamment par la noradrénaline, je dirais, à agir. D'ailleurs, c'est pour ça que la noradrénaline va amener les battements de cœur un peu plus importants, va créer cette sensation un peu étrange où on a envie, il y a un désir, en même temps on se retient. Alors que chez le psychopathe, où la personne, on va dire, obsédée, ou qui a une problématique de cet ordre-là, eh bien, elle va être fixée sur une personne, mais comme une proie. C'est très différent en réalité. Et en plus, il y a une forme quand même de calcul chez le psychopathe qui peut être différente, à moins que ça soit un psychopathe qui agisse que dans l'émotion ou dans une forme de fascination, mais c'est pas du même ordre. C'est quand même très différent. Et on va dire que cette personne, c'est plus sa motivation sexuelle à lui qui va être porteur de cette pulsion, plus que la personne en tant que telle. Donc, c'est très différent. Alors, pour bien comprendre le mécanisme du coup de foudre, explique-nous comment le coup de foudre arrive finalement. Alors, en général, il faut déjà un certain contexte émotionnel qui va précéder le coup de foudre. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu que fréquemment, eh bien, la plupart des personnes qui allaient vivre ce coup de foudre étaient dans un état spécifique auparavant, un moment particulier de leur existence. Donc, il y a souvent un petit carrefour existentiel. Donc, ça peut être une rupture de vie, ça peut être un carrefour, ça peut être un deuil, ça peut être une période de changement, ça peut être une rupture aussi amoureuse à un moment donné. On
on est dans un désarroi, et on n'a pas toujours conscience d'ailleurs de ce moment-là, et ça va réactiver une période de fragilité, ou du moins de perméabilité à l'autre, et une forme de manque. Et à un moment donné, quelqu'un qui pourrait combler finalement ce manque va apparaître. Et dans ce manque à être, finalement, eh bien, on va se fixer sur une personne. Alors, une personne, c'est pas n'importe quelle personne, on en reparlera, mais effectivement, qui va correspondre, je dirais, à quelque chose qu'on attend. Il y a une espèce d'attente un petit peu, hein, comme ce qu'on appelle une forme de prophétie autoréalisatrice. On attend quelque chose en même temps, mais on n'est pas conscient tout à fait, parce qu'on est dans un moment de fragilité. Et puis, je dirais, l'incarnation va se faire au moment où on va la voir, cette personne, et on va avoir toutes ces sensations. Hein, d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est aperçu d'un point de vue neurophysiologique, il y avait pas mal d'expériences à un moment donné avec une randomisation de pas mal de travaux, que le coup de foudre est assez bref, on va dire instantané. Hein, donc ça dure que je crois que c'est un cinquième de seconde, enfin c'est très court finalement d'un point de vue physiologique, mais en réalité, il y a pratiquement 12 zones du cerveau qui vont être activées à ce moment-là et impliquées, notamment aussi au niveau hormonal. Hein. Donc, si ça t'intéresse, on peut développer. Alors justement, très bonne transition. Pourquoi cet état de béatitude amoureuse ne dure pas finalement ? Alors, ce qui est caractéristique, c'est qu'on va avoir tout un tas d'hormones qui vont jouer. Donc, on a parlé déjà de la noradrénaline qui va nous pousser, ou de neuromédiateurs plutôt, qui va nous pousser dans cette excitation, dans une forme d'hypervigilance lors de la rencontre. Et puis ensuite va s'activer ce qu'on appelle la dopamine. La dopamine, elle est liée au plaisir. Hein. Et donc cette hormone du plaisir et du désir qu'est la dopamine, elle va nous doper, nous motiver pour aller plus loin, finalement, passer le cap du stress initial du début de la rencontre. Et puis ensuite, il va y avoir des libérations, alors du PEA, alors c'est pas le PEA économique, c'est la phényléthylamine, pas évident à prononcer, qui est un neurotransmetteur, en gros, qui va nous amener aussi à cette espèce d'excitation et d'obsession. D'ailleurs, on n'a plus besoin de dormir, de manger, hein, comme on dit, on peut se nourrir de rien quand on est amoureux, hein, d'amour et d'eau fraîche. Et puis, noradrénaline, dopamine, phényléthylamine, qui vont nous amener à cette perception émotionnelle particulière. Et ensuite, pourquoi cet état de béatitude va pas durer ? Parce qu'à un moment donné, eh bien, avec l'effet de rencontre, avec l'effet de l'attachement qui va se faire, il y a d'autres neuromédiateurs qui vont se mettre en place. Et notamment, par exemple, l'ocytocine. L'ocytocine, eh bien, c'est le neuromédiateur, on va dire, de l'attachement. La vasopressine aussi qui va avec. La prolactine, d'ailleurs, la prolactine, c'est pour faire le lait aussi, hein. Donc, qui participe au bien-être, à l'attachement, et puis la sérotonine aussi qui va réguler un peu au niveau émotionnel. Donc, ils vont agir, ces neuromédiateurs ou hormones, ils vont agir petit à petit, progressivement, mais plus dans la passion de l'instantané. Donc, cet état, il va pas durer, mais il va pouvoir créer les conditions finalement d'un amour durable, à condition de sortir aussi, je dirais, de la phase de fusion symbiotique, notamment du coup de foudre, et de pouvoir continuer au-delà. Hein, donc on verra un petit peu comment ça se passe, mais voilà, il y a tous ces éléments-là qui nous perçoivent de mieux comprendre pourquoi on est d'emblée fasciné, un peu dépendant au niveau émotionnel ou beaucoup, et affectif, et ça va s'installer dans un amour durable pour beaucoup de personnes, même si on peut avoir un amour durable sans forcément de coup de foudre, ce qui est la plupart des cas, d'ailleurs. Alors, le coup de foudre est-il incompatible, parce qu'on a besoin aussi que tu nous rassures, est-ce que c'est incompatible avec une relation, un amour à long terme ? Alors, le coup de foudre, c'est tout à fait compatible, hein, d'ailleurs j'en ai parlé juste avant, avec un amour à long terme. Alors, à condition de pouvoir passer le cap de la différenciation au niveau amoureux. Il faut savoir que dans les phases amoureuses, il y a plusieurs phases. La première, c'est la phase fusionnelle, en gros, celle qu'on appelle l'honeymoon, la lune de miel, la passion, où 1 + 1 = 1, en gros, hein, on est dans cette fusion. La deuxième, c'est la phase de différenciation, ce
qu'on appelle aussi l'amour lucide, de désillusion. On perçoit que l'autre est un peu différent. On peut arriver à des formes de lutte de pouvoir, parfois des disputes, des petits doutes, etc. Donc, on s'aperçoit que 1 plus 1, c'est égal à 2 personnes, mais on est dans cette phase. La phase d'engagement, c'est la troisième, souvent, qui est la phase d'acceptation, ou ce qu'on appelle l'amour véritable, authentique, où là, 1 plus 2, 1 plus 1, ça peut faire 3. C'est-à-dire, toi et moi, notre couple, on est bien ensemble. Et la phase d'interdépendance, en gros, où les couples ont plusieurs années d'existence, où là, ça sera 2 plus 1 égale 3, en gros, c'est-à-dire toi et moi, notre couple, et éventuellement nos enfants et les épreuves de la vie qu'on passe avec bonheur. Et donc, le coup de foudre, c'est compatible avec ça, à condition de pouvoir passer la deuxième phase, c'est-à-dire celle de différenciation, où l'autre n'est pas notre miroir, mais on accepte que l'autre est différent de nous. Et à ce moment-là, on est dans cet amour véritable, on peut commencer. De même que de l'autre côté, on peut aussi être dans une relation amoureuse, durable, sans forcément vivre de coup de foudre. Je dis ça parce qu'il faut aussi rassurer les personnes qui n'en vivent pas. C'est pas une obligation, c'est même assez rare. La plupart du temps, on commence par une relation amoureuse qui se construit, qui est progressive, et puis va se développer toutes ces phases en même temps. Alors, 2 questions me viennent pendant que, effectivement, tu donnes toutes ces explications. La première étant, est-ce qu'il faut avoir peur du coup de foudre? Et la seconde, est-ce que dans une relation, une rencontre, il peut y avoir une personne qui subit ou qui vit ce coup de foudre et l'autre non, pas du tout? Et est-ce que, en ces termes, ça peut quand même fonctionner? Alors, on peut avoir effectivement une absence de réciprocité parfois. C'est même fréquent. C'est-à-dire, on tombe amoureux d'une personne, d'ailleurs souvent qui se refuse à nous, ou en tout cas qui n'a pas forcément des signes d'ouverture ou de disponibilité, et on est dans ce coup de foudre-là individuel. Et donc là, c'est vrai que c'est problématique parce qu'on peut pas rentrer dans une relation amoureuse si on est tout seul. Et on le voit bien d'ailleurs quand c'est poussé à l'extrême, ça peut mener à l'érotomanie. C'est-à-dire ce délire finalement amoureux où on a l'impression d'avoir eu ce coup de foudre-là et on a tout imaginé finalement, mais ça devient presque même complètement pathologique et puis ça peut finir mal, des histoires d'érotomanie. Mais on peut, sur des versions plus light, entre guillemets, tomber amoureux de quelqu'un sans que ça soit réciproque et vivre un coup de foudre. Quand ça arrive à deux, c'est plutôt la meilleure des choses, effectivement. Donc là, ça sera tout à fait positif. Donc à condition après de pouvoir sortir de cette phase de différenciation qui est où c'est là où on peut avoir peur au sens, alors on relativise, c'est-à-dire on peut avoir peur au sens de, c'est-à-dire que l'autre serait une illusion, on s'aliène à l'autre, et il faut pouvoir penser que quelque part l'autre est dans cette différence et que c'est ça qui va créer l'amour et le lien. Alors, faut-il en avoir peur? Non, faut pas en avoir peur. Simplement, il faut pouvoir dépasser cette épreuve, entre guillemets, ou ce cap du coup de foudre pour que l'amour véritable puisse s'installer. Sinon, on en restera à finalement le reflet narcissique de soi-même à travers l'autre, qui est une forme de symbiose où il n'y a pas de reconnaissance. Donc, faut pas en avoir peur. Faut se laisser aller à le vivre quand on peut le vivre ou quand on veut le vivre. Tout à fait. Alors, on arrive sur la fin de l'émission, Doc-Seb. La dernière question pour la fin. Quelle leçon tirer d'un coup de foudre? Alors, déjà, ce qui est intéressant, c'est à plusieurs niveaux. C'est qu'on commence à pouvoir expliquer et mieux comprendre certains phénomènes psychologiques, d'ailleurs, et puis neurophysiologiques propres au coup de foudre. Donc ça, c'est relativement commun à tous les humains. En revanche, le choix d'objets amoureux ou la personne sur qui ça se fixe, l'élu de notre cœur, pour le dire autrement, ça reste mystérieux. Pourquoi oui, mais qui est le partenaire dont on va tomber amoureux au premier regard? Et là, pour l'instant, il y a plusieurs hypothèses. Et de réflexion. Est-ce que c'est l'attachement, l'indicateur des premiers regards de la petite enfance? Est-ce que c'est lié, on va dire, à une alchimie particulière? Il y a tout un tas d'hypothèses là qui sont en friche, on va dire, d'un point de vue scientifique. Après, je dirais que
laissons-nous aller à ce coup de foudre quand on peut le vivre, ou de toute façon à l'amour, ce qui est le plus important. Dans tous les cas, c'est pas de vivre uniquement un coup de foudre. Aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants, ça c'est tout à fait important. Et alors je pensais à ça aussi. C'est pas un hasard si on s'intéresse aussi au coup de foudre. C'est parce que ça permet aussi de comprendre un peu mieux les problématiques de dépendance affective d'une certaine façon sur d'autres registres, mais aussi des problématiques qui pourraient être liées aux affects et aux émotions trop intenses. Par exemple, dans des phénomènes de dépressivité, dans des phénomènes de bipolarité ou autres, ça peut être tout à fait intéressant pour comprendre aussi les formes de délire passionnel dont on a parlé, cette forme d'érotomanie ou les délires de jalousie. Donc, c'est pertinent dans la mesure où c'est un condensé finalement émotionnel. Et donc, à partir de là, on peut aussi tout à fait, je dirais, s'intéresser à ce phénomène-là et le transposer éventuellement à d'autres. Et puis, ça reste, on va dire, l'amour, une maladie dont on ne guérit jamais, mais tant mieux. Tout à fait. Merci, Doc Seb. Sébastien Garnero, docteur en psychologie, sexologue et hypnothérapeute. Merci et à très bientôt. Merci, Christy. À très bientôt.